Chapitre 1, le soldat décoré. Alexander McIntyre se tenait dans son bureau, entouré de citations, de médailles et de photographies de 22 années de service militaire distingué. L'étoile d'argent brillait sous la lumière ambrée, témoignage de sa bravoure pendant la bataille de Kandahar. Mais ce soir-là, ses symboles d'honneur sonnaient creux, voire moqueurs. L'ancien colonel des forces spéciales de 45 ans avait pris sa retraite 6 mois plus tôt et avait été accueilli en héros à Pine Ridge, dans le Colorado. Sa transition vers la vie civile aurait dû se faire en douceur. Une belle épouse, une entreprise de conseil en sécurité prospère et une fille sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Pourtant, quelque chose le rongeait depuis des semaines. Kristen McIntyre, son épouse depuis 18 ans, s'était distante. Celle qui attendait autrefois avec impatience son retour de déploiement levait à peine les yeux de son téléphone lorsqu'il entrait dans une pièce. Ses explications étaient toujours plausibles. Réunion de club de lecture, bénévolat à l'hôpital, soirée entre filles. Mais l'instinct d'Alexander, aiguisé par des années d'analyse des mouvements ennemis et de détection des menaces, lui criait que quelque chose n'allait pas. « Papa, tu rumines encore » s'écria une voix depuis l'embrasure de la porte. Violette McIntyre, 17 ans, aussi vive qu'une lame, s'appuyait contre le cadre. Elle avait hérité des yeux gris acier et du sens de l'observation de son père. Rien que de penser au comte Henderson, Alexander mentait avec aisance. La sécurité d'Henderson était son plus gros client, nécessitant la protection de son PDG lors d'une série de négociations très médiatisées. Violette s'approcha, l'air sérieux. « C'est maman, n'est-ce pas ?» Alexander étudia le visage de sa fille. Violette avait toujours été perspicace, mais la tristesse dans son regard suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elle est différente, secrète, et il y a ce flic qui vient quand tu n'es pas là. Travis, quelque chose dit que c'est pour la surveillance de quartier, mais Violette s'est tue. Travis Alexander a rangé le nom. À quoi ressemble-t-il ? Grand, cheveux noirs, il se prend pour un canon. Il conduit une Camaro noire. Sa mère rit aux éclats en sa présence. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une précision militaire. Alexander soupçonnait une infidélité, mais l'entendre confirmé par sa propre fille lui fit perdre la tête. Il avait vu des trahisons en zone de guerre, mais celle-ci le blessait plus profondément que n'importe quelle lame ennemie. « Violette, dit-il prudemment. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi qu'il arrive dans les semaines à venir, souviens-toi que je t'aime plus que tout au monde. » Avant qu'elle puisse répondre, la voix de Kristen résonna en bas. « Alex, dîner. » La famille McIntyre s'était réunie autour de la table comme des centaines de fois auparavant, mais ce soir-là était différent. Kristen raconta sa journée, la voix trop radieuse, le sourire trop large. Elle mentionna qu'elle allait à Denver le lendemain pour une conférence médicale. « Quel hôpital l'accueille » demanda Alexander d'un ton désinvolte. « Saint-Joseph » répondit Kristen sans hésiter. Le docteur Martinez présente de nouvelles procédures cardiaques. Alexander hocha la tête, prévoyant déjà de vérifier son histoire. D'après son expérience, les menteurs préparaient souvent des détails superficiels, mais négligeaient les vérifications plus approfondies. Après le dîner, tandis que Kristen prenait sa douche, Alexander appela son vieil ami Josh Levy, qui travaillait désormais dans la sécurité privée à Denver. « Alex, comment se passe ta retraite ? Ça pourrait être mieux. J'ai besoin d'un service, Josh. » Discrètement. Il y a une conférence médicale à Saint-Joseph demain. J'ai besoin de savoir si le docteur Martinez se présente. Accordez-moi 10 minutes. Josh rappela avec la réponse qu'Alexander attendait. Pas de conférence. Pas de présentation du docteur Martinez. Cette nuit-là, Alexander était allongé dans son lit à côté de sa femme, écoutant sa respiration, planifiant sa prochaine action. Il avait passé des années à traquer les insurgés et les terroristes. Maintenant, il allait utiliser ces mêmes compétences sur sa propre femme. Chapitre 2. La découverte. La surveillance d'Alexander commença à l'aube. Utilisant des techniques apprises au cours de sa carrière dans les opérations spéciales, il se positionna stratégiquement pour observer les mouvements de Kristen sans être détecté. Sa cible, la femme qu'il avait aimée pendant près de 2 décennies. Elle ignorait totalement qu'elle était traquée par l'un des agents les plus décorés de l'armée. Kristen quitta la maison à 9 h du matin, habillée comme pour une conférence médicale. Au lieu de prendre l'autoroute pour Denver, elle se rendit au Riverside Motel,
un établissement délabré en périphérie de Pine Ridge. Alexander vit de loin une Camaro noire s'arrêter 15 minutes plus tard. Travis Sparks en sortit et Alexander put apercevoir pour la première fois l'amant de sa femme. La trentaine, musclé, il portait un uniforme de la police de Pine Ridge. Sa démarche arrogante suggérait un homme habitué à intimider les autres par sa position et son insigne. Alexander serra les mâchoires en voyant Travis frapper à la porte de la chambre 237. Kristen, vêtue d'une robe de soie, ouvrit la porte, entraîna l'officier à l'intérieur et referma la porte. La trahison le frappa comme un coup de poing, mais Alexander s'efforça de rester calme et attentif. Pendant les 4 heures qui suivirent, Alexander documenta tout. Plaque d'immatriculation, horaire, même le numéro de la salle. Sa formation militaire a fait effet. Recueillir des renseignements, analyser les tendances, identifier les faiblesses. À 14 heures, Travis est apparu le premier, ajustant son uniforme et vérifiant son apparence dans le rétroviseur. Il est reparti avec la même arrogance qu'à son arrivée. Kristen est partie 30 minutes plus tard, s'arrêtant dans un café pour établir son alibi avant de rentrer chez elle. Ce soir-là, Kristen a rabâché Alexander avec des détails fictifs sur la conférence, décrivant des présentations qui n'ont jamais eu lieu et des collègues qu'elle n'avait jamais rencontrés. Chaque mensonge sonnait comme un nouveau clou dans le cercueil de leur mariage. « Comment s'est passée votre journée ?» a-t-elle demandé d'une voix mielleuse de tromperie. « Productive » a répondu Alexander. « J'ai fait des découvertes intéressantes. » La semaine suivante, Alexander a renforcé sa surveillance. Il a découvert que Travis Sparks était un vétéran de 15 ans de la police de Pine Ridge, récemment divorcé et connu pour ses tactiques agressives. Plus important encore, Alexander a appris que Travis s'était vanté auprès de ses collègues d'avoir un plan bien ficelé et de jouer sur le long terme. La révélation est survenue. Lorsqu'Alexander a suivi Travis jusqu'au Murphy's Bar, un repère de policiers du centre-ville, à l'aide d'un microphone directionnel, un élément de son équipement de conseil en sécurité. Alexander a enregistré la conversation de Travis avec l'inspecteur Casey. Le vieux soldat ne se doute de rien. Travis a ri en descendant sa bière. Kristen le tient par le bout du nez. Dès que le divorce sera prononcé, j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire redescendre. Que veux-tu dire ? Demanda Casey. Cet homme a passé 20 ans à tuer des gens pour l'oncle Samedi. Tu crois qu'il est rentré sain et sauf ? J'ai monté un dossier, fabriqué des preuves. Le moment venu, je perquisitionnerai sa maison, trouverai ce que je dois trouver et enverrai le héros de guerre en prison. Kristen obtient tout du divorce, et nous le partageons. Le sang d'Alexander se glaça. Ce n'était pas seulement un adultère. C'était un complot élaboré pour détruire sa vie et lui voler tout ce qu'il avait gagné. Travis avait prévu de le faire accuser de crimes qu'il n'avait jamais commis. La conversation se poursuivit, révélant plus de détails sur leur plan. Travis avait profité de sa position pour introduire des preuves dans les dossiers de conseil en sécurité d'Alexander, suggérant un trafic d'armes illégal. Kristen photographiait des documents et fournissait des informations à Travis depuis des mois. Ce soir-là, Alexander était assis dans son bureau, les yeux rivés sur ses médailles et distinctions. L'étoile d'argent, l'étoile de bronze, le cœur violet, symbole d'une vie passée à servir son pays avec honneur. Maintenant, ils allaient être utilisés contre lui par un policier corrompu et sa femme infidèle. Mais Alexander McIntyre n'était pas n'importe quel soldat. C'était un membre des forces spéciales formées à la guerre psychologique, au contre-espionnage et à la planification tactique. Travis et Kristen avaient commis une erreur fatale. Ils avaient ciblé un homme qui savait se battre de manière déloyale et gagner. Alexander ouvrit son ordinateur portable et commença à appeler d'anciens contacts militaires. Il était temps de rappeler à Pine Ridge pourquoi on appelait les agents des forces spéciales des professionnels discrets. L'accent était mis sur le silence. Chapitre 3. Les nuages d'orage. Alexander passa les 2 semaines suivantes à construire sa contre-opération avec la précision méthodique qui avait fait de lui une légende dans les milieux militaires. Son premier appel fut adressé à Dwayne Harmon, son ancien sergent-major, désormais à la tête d'une entreprise privée de sous-traitance militaire. « Colonel, ravi de vous entendre. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin de renseignements sur un policier local nommé Travis Sparks. Son historique complet, ses dossiers financiers, toutes les informations que vous pourrez déterrer. Et Dwayne, celle-ci est personnelle. N'en dites pas plus, monsieur. Donnez-moi 72 heures. Le réseau d'Alexander s'étendait bien au-delà des canaux militaires traditionnels.
Samuel Shelton, ancien agent de renseignement devenu expert en cybersécurité, devait la vie à Alexander après une mission en Syrie. En quelques heures, Samuel avait infiltré l'empreinte numérique de Travis, révélant un schéma de corruption bien plus profond que l'adultère. Les renseignements dressaient un tableau inquiétant. Travis Sparks détournait depuis des années l'argent des saisies de drogue, partageant les bénéfices avec plusieurs collègues. Il vendait également des armes confisquées au marché noir et entretenait des liens avec un cartel mexicain opérant dans le Colorado. Plus important encore, Alexander découvrit que Travis avait déjà eu recours à des tactiques similaires. Son ex-femme l'avait accusé d'avoir fabriqué des preuves lors de leur divorce, mais les charges avaient été abandonnées après qu'elle eut mystérieusement retiré sa plainte et quitté la ville. Schéma classique, marmonna Alexander en étudiant les dossiers. Travis identifie des cibles fortunées, séduit leurs épouses, monte de fausses affaires, puis s'empare de tout par la suite. Mais Travis avait commis une grave erreur de calcul. Alexander n'était ni un homme d'affaires ni un simple civil. C'était un homme qui avait passé 2 décennies à étudier les tactiques ennemies et à élaborer des contre-mesures. La fille d'Alexander, Violet, observait la transformation de son père avec une inquiétude croissante. Le soldat retraité et décontracté était remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus dangereux. « Papa, tu me fais peur », dit-elle un soir en le trouvant en train de nettoyer son pistolet de service dans le bureau. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, Violet. Ta mère et Travis préparent quelque chose qui pourrait détruire notre famille. Je ne laisserai pas cela arriver. » Quel genre de chose ? Alexander réfléchit à ce qu'il allait dire à sa fille. Finalement, il opta pour la vérité. Il prévoit de me faire accuser de crimes que je n'ai pas commis. Travis veut m'envoyer en prison et prendre tout ce qu'on a. Le visage de Violet pâlit. Maman ne le ferait jamais. Ta mère nourrit Travis d'informations depuis des mois. Ils sont amants, Violet, et ce sont des criminels. La révélation frappa Violet comme un coup de poing. Elle s'affaissa sur une chaise, les larmes aux yeux. Que allons-nous faire ? Nous allons leur rappeler à qui ils ont affaire. Le plan d'Alexander commençait à prendre forme. Plutôt que de simplement dénoncer la corruption de Travis, il allait l'utiliser contre lui. Le flic corrompu avait bâti son plan sur des mensonges et des preuves dissimulées, des armes qui pouvaient être retournées dans tous les sens. La première phase impliquait Derek Fuentes, un ancien agent de la Delta Force qui travaillait désormais dans l'approvisionnement en armes. Derek pouvait fournir du matériel intraçable et spécialisé qui n'était pas disponible par les canaux habituels. « De quel genre d'opération parlons-nous, colonel ?» demanda Derek lors de leur appel vidéo crypté, le genre où tout le monde rentre chez soi vivant. Mais certaines personnes apprennent à leurs dépens les conséquences. Bien reçu. Je vous envoie un colis de secours. Alexander contacta également Matt Hart, un ancien Navy SEAL devenu un maître faussaire. Matt pouvait créer des documents qui pourraient détourner les plans de Travis. À mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, Alexander ressentit le calme familier d'avant-bataille. Ses cibles ignoraient qu'elles allaient affronter un homme qui avait fait de la guerre un article. La confrontation prévue par Travis allait bien avoir lieu, mais elle ne se déroulerait pas comme il l'espérait. 3 nuits avant le raid prévu par Travis, Alexander appela une dernière fois Ruben Bowen, son ancien commandant et actuel agent de liaison au Pentagone. « Alex, je me demandais quand tu allais me contacter. J'ai entendu des rumeurs intéressantes sur Pine Ridge, dans le Colorado. » Quel genre de rumeurs ? Celles qui suggèrent que quelqu'un s'est interrogé sur ton état de service. Les canaux officiels. Quelqu'un avec un badge. Alexander sourit froidement. Parfait. Quand ils viendront te demander, assure-toi qu'ils reçoivent le dossier complet, y compris les parties confidentielles. Surtout celle-là. Ruben ricana. Ça va être intéressant. Dois-je m'attendre à des dommages collatéraux ? Seulement pour ceux qui le méritent. En raccrochant, Alexander sentit la dernière pièce de son plan se mettre en place. Travis Sparks pensait traquer un mouton. Au lieu de cela, il était tombé dans l'antre d'un loup. Chapitre 4. Le piège est tendu. La contre-opération d'Alexander s'accéléra à l'approche du raid prévu par Travis. Les renseignements recueillis par son réseau révélèrent que Travis avait programmé l'opération pour vendredi matin, alors que Violet serait à l'école et Kristen rendrait visite à sa sœur à Denver. Un autre alibi fabriqué de toutes pièces. L'officier corrompu avait convaincu son supérieur, le chef Perry Maldonado, qu'Alexander représentait un danger clair et réel pour la communauté.
Les preuves fabriquées par Travis suggéraient que l'ancien officier des forces spéciales trafiquait des armes illégales et planifiait potentiellement des actes de terrorisme intérieur. Mais Alexander avait passé la semaine à préparer un accueil qui dépasserait ses espérances les plus folles. En collaboration avec Derek Fuentes, Alexander avait acquis un équipement de surveillance spécialisé capable d'enregistrer tout. Des caméras cachées avec cryptage de niveau militaire étaient placées dans toute la maison, créant un enregistrement complet du raid. Plus important encore, Samuel Shelton avait piraté le téléphone de Travis, donnant à Alexander un accès en temps réel à ses communications. Ils avancent la chronologie, rapporta Samuel par message crypté. Travis venait de dire à Kristen de partir pour 8 heures demain matin. Il amène 6 agents et une équipe du SWAT. Alexander eut un sourire sombre. Travis déployait une force écrasante pour intimider un homme qu'il croyait pris au dépourvu. Le flic corrompu ignorait qu'il tombait dans un piège soigneusement tendu. Ce soir-là, Alexander s'assit avec Violet pour ce qui pourrait être leur dernière conversation avant que tout ne bascule. Demain matin, j'ai besoin que tu ailles à l'école tôt avant 7 heures. Tu peux faire ça? Papa, que va-t-il se passer? Justice, répondit simplement Alexander, mais j'ai besoin que tu sois en sécurité pendant ce temps. Et maman? Le visage d'Alexander se durcit. Ta mère a fait son choix il y a des mois. Elle les a choisis plutôt que nous. Violet hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Vendredi matin, à 6 heures, Alexander observait depuis la fenêtre de son bureau Kristen charger une valise dans sa voiture. Fidèle à elle-même, elle abandonnait le navire avant que la tempête ne frappe. Alors qu'elle s'éloignait, Alexander sentit le dernier lien affectif avec sa femme, après 18 ans de mariage, se rompre enfin. À 7h30, Alexander reçut un SMS de Travis. Le temps est écoulé, jeune soldat. J'espère que tu es prêt pour ce qui va arriver. La réponse d'Alexander fut simple. Plus près que tu ne le penses. L'assaut commença à 8h15 avec une force débordante destinée à choquer et à intimider. Travis mena 6 officiers et une équipe du SWAT de 4 hommes à travers la porte d'entrée d'Alexander avec un bélier, hurlant des ordres et agitant des armes. Alexander McIntyre, couche-toi. Alexander était maintenant assis calmement dans son bureau, vêtu de son uniforme de cérémonie, tous les métaux et toutes les distinctions étant parfaitement positionnés. Ce spectacle figea Travis net lorsqu'il fit irruption. Tiens, dit Alexander doucement. Agent Travis Sparks. Juste à temps. À terre, hurla Travis. Mais quelque chose dans l'attitude d'Alexander le fit hésiter. Je ne pense pas, répondit Alexander. Tu vois, Travis, je t'attendais, et je t'ai préparé quelques surprises. C'est alors que Travis remarqua les caméras. Du matériel professionnel positionné pour capturer chaque angle, chaque mot, chaque action. Son visage pâlit en réalisant qu'il était filmé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est, dit Alexander en se levant lentement de sa chaise, la fin de ton petit complot. Tu pensais vraiment pouvoir piéger un colonel des forces spéciales sans conséquence? La confiance de Travis s'effrita, mais il insista. Nous avons un mandat d'arrêt. Tu es en état d'arrestation pour trafic d'armes et pour des armes que tu as cachées, interrompit Alexander. Des armes que mon ami Derek a retracées jusqu'à tes propres opérations au marché noir. Devrions-nous parler de tes liens avec les cartels? Tant qu'on y est, le silence retomba dans la pièce, à l'exception du bourdonnement des appareils d'enregistrement. Les collègues de Travis échangèrent des regards confus, soudain incertains quant à l'opération qu'on leur avait présentée comme routinière. Tu bluffes, dit Travis, mais la sueur perlait sur son front. Alexander sourit froidement. Vraiment? On devrait peut-être appeler ton ami Caséage. Interroge-le sur ta conversation au bar Murphy S la semaine dernière. Celle où tu as avoué avoir fabriqué des preuves et planifié de voler mes biens. Le visage de Travis devint blanc. Espèce de fils de Holland. Officier Sparks. Nous sommes inscrits pour la postérité. Chapitre 5. Le chasseur devient la proie. L'affrontement dans le bureau d'Alexander se tendit lorsque Travis réalisa que son piège soigneusement tendu était devenu sa propre prison. Les autres officiers, sentant que quelque chose clochait, se tournèrent vers leur chef pour obtenir des conseils qui ne vinrent jamais. Voilà ce qui va se passer, poursuivit Alexander, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à commander. Vous allez appeler votre supérieur et lui expliquer que cette descente était basée sur des preuves fabriquées.
Ensuite, vous vous arrêterez comme un fou, gronda Trévis en levant son arme. C'était le moment qu'Alexander attendait. Avec des mouvements trop rapides pour que l'œil puisse les suivre, il réduisit la distance entre eux, désarma Trévis et plaqua l'agent corrompu au sol, lui coupant l'irrigation cérébrale. Messieurs, s'adressa Alexander aux agents stupéfaits, la voix apaisée malgré la neutralisation de leur chef. Je vous suggère de baisser vos armes et d'écouter attentivement. Votre partenaire vous a menti. L'inspecteur Casey s'avança, son arme pointée sur Alexander. Lâchez-le, Casey, dit Alexander doucement. Depuis combien de temps savez-vous que Trévis détournait l'argent de la drogue? La question frappa Casey comme un coup de poing. Son arme vacilla. C'est exact, inspecteur. Je suis au courant des preuves manquantes, des saisies non déclarées, de l'argent qui disparaît de votre service depuis des années. Trévis volait. Et s'en prenait à d'autres. Alexander relâcha Trévis, qui haletait par terre. La différence, c'est que je peux le prouver. La voix de Samuel Shelton résonnait dans des haut-parleurs cachés, clairs et professionnels. Inspecteur Hage, ici Samuel Shelton, ancien rédacteur. Je surveille les dossiers financiers de votre service depuis 2 semaines. Voulez-vous que je vous lise les montants transférés du dépôt de preuves vers des comptes offshore? L'effet fut dévastateur. L'arme de Casey tomba à ses côtés, le poids de la révélation s'abattant sur lui. Les autres agents regardèrent tour à tour leur partenaire et Alexander, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu veux savoir quel est ton problème, Trévis? Demanda Alexander en faisant se relever l'officier corrompu. Tu pensais traquer un civil, mais je ne suis plus un civil. Je suis bien plus dangereux. Je suis un soldat trahi. Trévis cracha du sang. Tu ne peux rien prouver. En fait, moi, je peux. Alexander désigna un écran mural qui s'alluma, montrant des images de surveillance montrant Trévis dissimulant des armes dans le bureau de conseil en sécurité d'Alexander. Mon ami Derek a installé des caméras partout où vous êtes allé. On vous filme en train de falsifier des preuves, de voler des biens saisis et de rencontrer des représentants du cartel. Les images étaient accablantes et complètes. Le visage de Trévis apparaissait clairement sur chaque image tandis qu'il dissimulait des armes illégales dans les dossiers d'Alexander. Des armes qui pourraient être découvertes plus tard lors du raid. Mais attendez, poursuivit Alexander, il y a plus. L'écran passa au relevé financier montrant des flux d'argent des comptes de preuves de la police de Pine Ridge vers des banques offshore. Le nom de Trévis apparaissait sur plusieurs transactions, aux côtés de celui de Casey et de 2 autres agents présents dans la pièce. Vous avez tous volé, dit Alexander doucement. Pendant des années, Trévis n'a fait que vous convaincre que me piéger était la prochaine étape logique. La voix du chef Perry Maldonado grésillait dans la radio accrochée à la ceinture d'un officier. À toutes les unités, baissez-vous. Je répète, baissez-vous immédiatement. Alexander sourit. Ah, la cavalerie arrive. Chef Maldonado, souhaitez-vous vous joindre à nous? Je crois que nous avons des choses à discuter. Quelques minutes plus tard, le chef arriva avec des enquêteurs des affaires internes et des agents du FBI. Les contacts militaires d'Alexander avaient agi plus vite que Trévis ne l'aurait imaginé, retournant son propre réseau corrompu contre lui. Colonel McIntyre, le chef Maldonado dit solennellement, je m'excuse. Il semble que nous ayons reçu de fausses informations. Inutile de vous excuser, chef. J'ai cru comprendre que vous travailliez avec des renseignements compromis. Tandis que les agents fédéraux commençaient à arrêter Trévis et ses complices, Alexander ressentit la satisfaction d'un plan exécuté à la perfection. Mais sa vengeance était loin d'être achevée. Kristen était toujours là, persuadée que son mari serait en prison le soir même. Elle ignorait que son monde était sur le point de s'écrouler. Chapitre 6. Le jugement de la femme. Kristen McIntyre était assise au café du Denver Marriott, consultant nerveusement son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Trévis aurait dû appeler pour annoncer l'arrestation d'Alexander. Au lieu de cela, il n'y eut que le silence. À 11 heures, son téléphone vibra enfin, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Vérifiez les infos. Votre petit ami n'appellera pas, les doigts tremblants, Kristen ouvrit son application d'actualité. Le titre la glaça. Des policiers locaux arrêtés dans un scandale de corruption. Un vétéran des forces spéciales révèle une conspiration vieille de plusieurs années. L'article détaillait l'arrestation de Trévis et de 4 autres policiers, accusés de falsification de preuves, de vol et de conspiration.
Il y avait une photo de Travis menotté, emmené par des agents du FBI. Le monde de Kristen commença à s'écrouler. Si Travis était arrêté, cela signifiait qu'Alexander savait tout. Sa liaison, le coup monté, son rôle dans la transmission d'informations à Travis, tout était révélé. Son téléphone sonna. Le numéro d'Alexander. « Bonjour, Kristen. » Sa voix était calme, posée, et plus terrifiante que s'il avait crié. « Alex, je peux t'expliquer. » « Pas besoin. J'ai des enregistrements de tout. » Travis était très bavard au bar Murphy. Il a expliqué votre plan en détail. L'esprit de Kristen s'emballa, cherchant une issue. J'ai été forcé. Travis m'a menacé. Il a dit qu'il te ferait du mal si je ne coopérais pas, intéressante défense, répondit Alexander. Sauf que nous avons une vidéo de vous en train d'installer du matériel de surveillance dans mon bureau. Un enregistrement audio de vous fournissant à Travis des informations sur mes clients. Et bien sûr, plusieurs enregistrements de vos séjours au motel où vous étiez enthousiaste à l'idée de trahir votre mari. Le café autour de Kristen semblait s'agiter. D'autres clients consultaient leur téléphone et elle réalisa que l'histoire se répandait rapidement. Son nom était mentionné comme complice. « Que voulez-vous » murmura-t-elle. « Je veux que vous rentriez à la maison, Kristen. Nous devons discuter. » « Je ne peux pas. La police. » « La police fait le ménage. Le FBI s'occupe de l'affaire Travis. Mais vous et moi avons des affaires personnelles à régler. » Les mains de Kristen tremblaient lorsqu'elle raccrocha. Elle avait deux choix, fuir ou affronter Alexander. Aucune des deux ne semblait devoir bien se terminer pour elle, mais Alexander avait adopté une approche stratégique. Tandis qu'elle était paralysée par la peur, la phase suivante était déjà enclenchée. Matt Hart, le maître faussaire, s'était occupé de préparer les documents qui bloqueraient l'accès de Kristen à leur compte joint et à leur carte de crédit. Les documents juridiques déposés ce matin-là établissaient Alexander était l'unique propriétaire de leur maison, de leur entreprise et de leurs biens. Tout cela était parfaitement légal et fondé sur les preuves des activités frauduleuses de Christine. Lorsque Kristen tenta d'accéder à l'argent pour une chambre d'hôtel, elle découvrit que tous ses comptes étaient gelés en attendant l'enquête. Ses cartes de crédit étaient annulées. Même son abonnement de téléphone portable était suspendu pour non-paiement. N'ayant nulle part où aller, elle retourna à Pine Ridge et arriva chez elle au coucher du soleil. Le cirque médiatique avait disparu, ne laissant derrière lui que quelques traces de vidéosurveillance et le quartier tranquille où elle avait vécu 8 ans. Alexander l'attendait dans le salon, tranquillement assis dans son fauteuil préféré. Il avait troqué son uniforme pour des vêtements civils, mais il avait l'air plus dangereux que lorsqu'il portait ses médailles. « Bienvenue à la maison », dit-il doucement. Kristen se tenait sur le seuil, effrayée d'entrer chez elle. « Alex, s'il te plaît. On peut régler ça. N'est-ce pas ?» La voix d'Alexander était dépourvue de chaleur. « Tu me trompes depuis des mois. Tu as aidé un policier corrompu à me piéger pour des crimes que je n'ai pas commis. Tu photographies des informations confidentielles de clients qui auraient pu coûter la vie à des gens. Explique-moi ce qu'il y a à régler. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. » Alexander corrigea. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant passé dans cette chambre de motel, c'était des choix. Et les choix ont des conséquences. Kristen fit un pas hésitant dans la pièce. Quel genre de conséquences ? Alexander se leva, se déplaçant avec la grâce fluide d'un prédateur, le genre de celle qui enseigne la loyauté et la trahison. Sur ce qui arrive quand on cible la mauvaise personne. « Tu ne peux pas me faire de mal, » dit Kristen, bien que sa voix manque de conviction. « J'appelle la police. » Avec quel téléphone et quelle police comptais-tu appeler ? Travis est en détention fédérale. Casey a été arrêté. Le chef Maldonado coopère avec les affaires internes pour éliminer le reste de la corruption. Il n'y a plus personne pour t'aider. Kristen. La réalité de sa situation l'atteignit enfin. Elle était complètement seule, à la merci d'un homme qu'elle avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Pourtant, Alexander poursuivit, « Je ne vais pas te faire de mal. Je n'en ai pas besoin. Tu as fait un excellent travail en te détruisant. » Chapitre 7. Le choix de la fille. Violet McIntyre rentra de l'école et trouva sa mère assise à la table de la cuisine, le regard vide sur les papiers du divorce. Les événements de la matinée s'étaient répandus à Pine Ridge comme une traînée de poudre,
et Violet avait passé la journée à répondre aux questions et aux regards de ses camarades. Maman, Kristen leva les yeux rouges. 6. Ma chérie, je suis vraiment désolé que tu aies appris ça à l'école. C'est vrai, demanda Violet à voix basse. Tout ce qu'ils disent sur toi et ce flic. La question flottait dans l'air comme une lame. Kristen avait espéré inventer l'histoire pour se faire passer pour la victime. Mais en voyant le visage de sa fille, si semblable à celui d'Alexander lorsqu'il analysait une situation, elle comprit que les mensonges ne fonctionneraient pas. Oui, murmura Kristen. C'est vrai. Violet sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. La mère qu'elle admirait, la femme qui lui avait appris l'honneur et l'intégrité, vivait dans le mensonge depuis des mois. Pourquoi? J'étais seul. Ton père travaillait sans arrêt, toujours concentré sur ses clients. Travis me faisait sentir privilégié, alors tu as décidé de l'aider à faire accuser papa de crimes qu'il n'avait pas commis. Kristen tressaillit à l'accusation directe. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Travis avait dit que ce serait juste un divorce, qu'on partagerait les biens. Je ne savais pas qu'il prévoyait d'envoyer papa en prison. La voix de Violet s'éleva. Tu ne le savais pas quand tu l'avais aidé à fabriquer des preuves et que tu lui avais donné des informations sur les clients de papa. Alexander apparut dans l'embrasure de la porte, ayant écouté toute la conversation. Son expression était indéchiffrable tandis qu'il regardait sa fille confronter sa mère. Violet, dit-il doucement. Il faut qu'on parle. Père et fille se dirigèrent vers la terrasse, laissant Kristen seule avec ses pensées et les papiers du divorce qui la priveraient de tout. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, commença Alexander. Vas-tu vraiment divorcer, demanda Violet. Oui. Ta mère a fait son choix en décidant de trahir cette famille. Il n'y a pas de retour en arrière. Violet hocha la tête, même si des larmes coulaient sur son visage. Que m'arrivera-t-il? Ça dépend, dit Alexander prudemment. Le divorce me donne la garde exclusive. Mais tu as 17 ans, tu es assez grande pour décider avec qui tu veux vivre. Tu veux dire que je pourrais choisir maman si c'est ce que tu veux. Même si elle n'aura pas grand-chose à offrir. Pas de maison, pas d'argent, pas de travail. Travis va aller en prison, et elle sera probablement accusée de complicité. Violet réfléchit. Et toi? Tu t'en sortiras? Alexander sourit d'un air sombre. Je suis une survivante, 6. Je l'ai toujours été, mais j'ai besoin de savoir que tu comprends ce qui s'est passé. Ta mère ne m'a pas seulement trompé. Elle a essayé de détruire tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est une décision calculée de trahir sa famille. Je comprends, dit Violet doucement. Elle l'a choisi plutôt que nous. C'est vrai. Et maintenant, elle doit vivre avec ce choix. Il se tenait confortablement. Un instant de silence, à regarder le soleil se coucher sur les montagnes. Puis Violette posa la question qu'Alexander redoutait. Papa, qu'est-ce que tu vas lui faire? Alexander réfléchit attentivement. Je vais m'assurer qu'elle comprenne le prix de la trahison. Mais je ne la blesserai pas physiquement si c'est ce que tu demandes. Bien, dit Violette. Parce que malgré ma colère, elle reste ma mère. Je le sais et je le respecte. Mais Violette, j'ai besoin que tu comprennes autre chose. À partir de maintenant, cette famille est composée de toi et moi. Ta mère a choisi de la quitter en choisissant Travis. Il n'y a pas de retour en arrière. Violette hocha la tête en essuyant ses larmes. Je te choisis, papa. Je nous choisis. Alexander sentit le soulagement l'envahir. Dans une journée pleine de victoire et de vengeance, la loyauté de sa fille comptait plus que tout le reste réuni. À l'intérieur de la maison, Kristen entendit leur voix par la fenêtre, mais ne put distinguer leurs mots. Elle n'en avait pas besoin. Elle voyait Violet serrer Alexander dans ses bras, elle voyait comment ils se tenaient ensemble, comme s'ils étaient ensemble. Alliés. Sa fille avait choisi le côté de son père. La réalisation a frappé Kristen comme un coup physique. Elle n'avait pas seulement perdu son mari et sa maison. Elle avait aussi perdu sa fille. Les papiers de divorce sur la table semblaient soudainement un certificat de décès pour la vie qu'elle avait connue. Chaque signature serait un autre clou dans le cercueil de son ancienne existence. Mais Alexander n'a pas encore fini avec elle. La vraie punition était encore à venir. Chapitre 8. Le prix de la trahison.
3 semaines après l'arrestation de Travis, Kristen s'est retrouvée à vivre dans un studio du mauvais côté de Pine Ridge, travaillant comme serveuse dans un camion stop-dîner. La femme qui avait vécu une fois dans une maison de 400 000 $ et a conduit un SUV de luxe comptait désormais des conseils pour offrir des nouilles ramen. La vengeance d'Alexandre avait été complète et méthodique. Chaque actif conjoint avait été gelé ou transféré en fonction de la preuve de son complot criminel. La maison, les voitures, les comptes d'investissement, tous légalement retirés de sa portée. Même ses bijoux chers avaient été saisis en procédure potentielle activités illégales de Travis. Mais la destruction financière n'était que le début. Les documents forgés de Madar avaient créé un sentier papier montrant une implication plus profonde de Kristen dans la corruption de Travis. Les dossiers bancaires ont suggéré qu'elle recevait des paiements pour obtenir des informations sur les clients de la sécurité d'Alexander. Soudain, elle n'était pas seulement une adultère. C'était un criminel présumé qui avait mis en danger la sécurité nationale en compromettant les contrats classifiés. L'enquête du FBI s'est développée pour inclure ses activités. Et même s'il ne pouvait pas prouver qu'elle avait reçu de l'argent, le soupçon était suffisant pour détruire sa réputation à Pine Ridge. Son permis de soins infirmiers a été suspendu en attente d'enquête. Les anciens amis ont traversé la rue pour l'éviter. Même l'épicerie est devenue un exercice d'humiliation publique. Alexander l'avait transformé en paria sans soulever un doigt de violence directe. Un jeudi soir froid, la vie de Kristen a pris un autre virage dévastateur. Elle est arrivée dans son appartement pour trouver Perry Maldonado, le chef de la police, attendant par sa porte. « Madame McIntyre, nous devons parler. » « C'est de retour à mon nom de jeune fille. » Kristen a corrigé. « Chérie, qu'est-ce que tu veux? » Travis parle beaucoup et votre nom continue. Le sang de Kristen a fait froid. « Quel genre de choses? » Il prétend que vous étiez le cerveau derrière le plan pour encadrer votre ex-mari. Dit que vous l'avez approché avec des informations intérieures et l'a convaincu de construire un cas. C'est un mensonge. Kristen a coulé contre la porte de son appartement. Les routines quotidiennes d'Alexandre, ses protocoles de sécurité, la disposition de sa maison. Le silence de Kristen était suffisamment répondu. Je le pensais. Vous allez avoir besoin d'un avocat, mademoiselle chérie. Un bon. Alors que le chef de la police s'éloignait, les jambes de Christine ont distribué. Elle a glissé la porte de son appartement pour s'asseoir sur le sol du couloir sale. Comprendre enfin toute l'étendue de la vengeance d'Alexandre. Il n'avait pas seulement pris son argent et sa maison, il avait manœuvré Travis dans une position où le flic corrompu la sacrifierait pour se sauver. Chaque mouvement avait été calculé pour que ses ennemis se retournent les uns contre les autres tandis qu'Alexander est resté intouchable. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Vérifiez votre email. Avec des mains tremblantes, Kristen a ouvert son ordinateur portable et a trouvé un message d'Alexandre. Pas de mots, juste une pièce jointe vidéo. La vidéo a montré Travis dans sa cellule de prison, parlant à son avocat. L'audio était limpide alors que Travis a détaillé comment Kristen avait été la véritable architecte du cadre, comment elle l'avait manipulé pour croire qu'Alexandre était dangereux, comment elle avait fourni toute l'intelligence nécessaire pour construire leur cas. C'est elle qui le voulait mort, Travis dit sur l'enregistrement. A continué à dire que la prison n'était pas suffisante, qu'Alexander trouverait un moyen de venir après nous. Elle voulait que je m'assure qu'il ne survit pas au raid. Kristen a crié à son écran d'ordinateur portable. Bâtard couché. Mais elle savait que peu importe ce qui était vrai. Le témoignage de Travis, combiné avec les preuves manufacturées qu'Alexandre avait orchestrées, la peinte comme un cerveau calculant qui avait utilisé un flic corrompu pour éliminer son mari. Le lendemain matin, a apporté un autre coup dévastateur. Violet est arrivé à l'appartement de Christine, mais pas pour une réconciliation. Je suis ici pour obtenir mes affaires, dit froidement Violet. 6. Chérie, s'il te plaît, laissez-moi vous expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as essayé de faire tuer papa? Comment prévoyez-vous de tout prendre et de nous laisser sans rien? Je n'ai jamais voulu qu'il soit mort. Trévissement. Violet a étudié le visage de sa mère avec le regard analytique d'Alexandre. Peu importe ce que tu voulais, maman. Vous avez commencé cela. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que vous avez choisi de nous trahir. Alors que Violet a emballé ses effets restants, Kristen a fait un dernier désespéré plaidoyer. Je suis toujours ta mère. Non, Violet a répondu tranquillement.
Vous avez cessé d'être ma mère le jour où vous avez choisi Travis par rapport à votre famille. Papa m'a averti que cela pourrait arriver, que vous essayez d'utiliser notre relation pour me manipuler, mais je ne vous laisserai pas. Violet s'arrêta à la porte, son expression s'adoucissant légèrement. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous n'allez pas en prison, mais j'espère aussi que je ne vous reverrai plus. La porte s'est clôturée avec une finalité qui résonnait à travers l'âme de Kristen. Elle était maintenant complètement seule, faisant face à des accusations criminelles sans argent, pas de famille et pas d'alliés. La vengeance d'Alexandre était presque complète. Chapitre 9. Le jugement final. 6 mois plus tard, Alexander se tenait dans le palais de justice en regardant le juge condamné à Travis Sparks à 15 ans de prison fédérale. Le flic corrompu avait plaidé coupable de complot, de falsification des preuves, de trafic d'armes et de tentative de meurtre en échange de témoignages contre Kristen et ses autres co-conspirateurs. Kristen Cherry, elle avait légalement changé son nom après le divorce, a reçu 5 ans pour son rôle dans le complot. Elle avait maintenu son innocence jusqu'à la fin, mais les enregistrements de Travis et les preuves soigneusement orchestrées d'Alexander avaient peint un tableau de trahison calculé qu'aucun jury ne pouvait ignorer. Alors que les beffs conduisaient Kristen, elle se tourna pour un dernier regard sur Alexander. Il a rencontré son regard avec une indifférence froide, ne ressentant que la satisfaction de voir la justice servir. À l'extérieur du palais de justice, Violet attendue par le camion d'Alexandre. Maintenant âgée de 18 ans et préparant le collège. Elle était devenue une jeune femme forte qui comprenait la différence entre la justice et la vengeance. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en rentrant chez elle. « Complété, répondit Alexander. Votre mère et Travis pensaient qu'ils pouvaient me détruire et prendre tout ce que j'avais construit. Au lieu de cela, ils se sont détruits. Pensez-vous qu'elle ira bien en prison ? Alexander a considéré la question. Elle survivra. La prison pourrait en fait lui apprendre de précieuses leçons sur la loyauté et les conséquences. Ils ont conduit dans un silence confortable jusqu'à ce que Violet le demande, « Papa. Était tout cela légal ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Alexander sourit sinistrement. Complètement légal. J'ai utilisé leur propre corruption contre eux. Transformer leurs alliés en ennemis et les me laisser accrocher avec leurs propres cordes. Je n'ai jamais planté de fausses preuves ni commis de crime. En revêtir, pardon, c'est pour les erreurs et les malentendus. Il semble que ma gestion de la situation de Travis ait impressionné certaines personnes importantes. Voulez-vous le prendre ? Peut-être que cela signifierait un voyage, mais le salaire est excellent. Vous pouvez assister à n'importe quel collège que vous voulez sans vous soucier de l'argent. Violet étreint fermement son père. Je suis fier de toi, papa. Vous auriez pu leur faire quelque chose de terrible, mais vous avez plutôt choisi la justice. J'ai choisi la victoire. Alexander a corrigé. Travis est en prison. Votre mère paie ses crimes, et nous n'avons rien perdu, sauf des gens qui n'ont jamais été vraiment en famille. Ce soir-là, Alexander s'est assis dans son étude, entouré une fois de plus par ses médailles et ses mendices. Mais maintenant, il signifiait quelque chose de différent. Il n'était pas seulement des symboles du service passé. Il rappelait que l'honneur et la loyauté importaient, que la trahison avait des conséquences et que certains hommes ne pouvaient pas être brisés par la trahison. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Derek Fuentes. Entendu parler de l'offre du Pentagone. Félicitations, colonel. Justice a servi. La réponse d'Alexandre était simple. Mission accomplie. Alors qu'il se préparait pour le lit, Alexander a réfléchi au cours de la dernière année. Kristen avait essayé de voler sa vie et avait échoué. Travis avait essayé de l'encadrer et avait échoué. Les deux avaient sous-estimé qui ils avaient affaire. Alexander McIntyre était beaucoup de choses. Soldat, père, survivant. Mais surtout, c'était un homme qui comprenait cela dans un monde plein de trahison et de lâches. La force et la loyauté étaient les seules monnaies qui comptaient. Il avait protégé sa fille, conservé son honneur et veillé à ce que la justice soit rendue. La corruption avait été punie. Les coupables avaient payé leur prix et les innocents avaient été protégés. Dans le monde d'Alexandre, c'était aussi proche d'une fin parfaite que n'importe quel soldat pouvait l'espérer. La dernière chose qu'il a faite avant le sommeil a été de vérifier le système de sécurité qui protégeait maintenant sa maison. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, il pouvait se reposer en sachant que la trahison a eu des conséquences. L'honneur comptait toujours, et certains hommes valaient toujours le respect que leur uniforme commandait.
Travis Sparks et Kristen Cherry avaient appris à la dure ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a ciblé le mauvais soldat. La leçon servirait d'avertissement à quiconque pensait pouvoir briser Alexander McIntyre. Ils avaient tout joué pour le détruire. Au lieu de cela, il s'était détruit. La justice, a-t-il réfléchi, était souvent la forme de vengeance la plus élégante. C'est là que notre histoire touche à sa fin.